Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va être un débrief de la classe numéro 2 du deuxième module de la Milton Erickson Institute de Phoenix. Et cette fois, c'est pas Jeffrey Zeg qu'on a eu, c'est Liliane Borges Zeg, hein, c'est sa femme. Et aujourd'hui, le thème a été l'utilisation. Et effectivement, pour les personnes qui sont issues des mouvements ericksoniens, on va dire PNL, et un ensemble d'hypnose indirecte, le principe d'utilisation est certainement l'un des points clés de l'hypnose ericksonienne. C'est un des gros génies de son fondateur, d'avoir exploité ce qui est en train de se passer aussi bien dans le partenaire qu'autour du partenaire pour l'exploiter afin de continuer les différents processus qu'il met en place. On a pu voir la semaine passée quand Jeffrey nous expliquait un peu les différences de tendance qu'il peut y avoir entre l'hypnose traditionnelle et l'hypnose ericksonienne, en tout cas l'hypnose de Erickson. Et dans cette notion-là, à un moment donné, il y a eu cette espèce d'utilisation de l'induction pour déjà commencer à travailler sur des ouvertures de solutions pour le partenaire. Donc, il a tellement tiré son système d'utiliser tout ce qui se passe à un moment T. Je pense que clairement, il a complètement raison et à peu près tous les systèmes thérapeutiques jonglent sur les mêmes idées. On utilise ce qui est là, le matériel, il est là et on va l'exploiter. Et souvent, ce que j'explique aux apprenants, c'est tout ce qui se passe dans le cadre d'une session commençant dès le téléphone en réalité, est normal, a un sens et peut être exploitable pour nous pendant la session. Et Erickson a tellement exploité cette notion de tout utiliser que l'induction est devenue possiblement utilisationnelle pour travailler non pas simplement comme une mise en transe, mais déjà potentiellement ouvrir des voies d'accompagnement thérapeutique. Donc, première chose que Liliane propose, donc l'utilisation pour elle, c'est l'un des points clés de l'approche ericksonienne, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants. En 92, l'article, ils nous ont donné la partie de cet article-là. Jeffrey Zeg avait écrit l'utilisation est à la disposition du thérapeute, la façon dont le thérapeute va répondre stratégiquement à tous les aspects du patient et de leur environnement. Donc, en somme, le thérapeute va exploiter dans un état de réponse positive. Alors, positive, ça serait à cogiter, ça ne va pas dire simplement c'est sympa, c'est mignon. C'est l'intégrer de façon constructive, ça serait plutôt intéressant comme ça. Les différents événements et éléments qui ont lieu dans cet ici et maintenant. D'ailleurs, à un moment, ce que Liliane posait, elle dit l'hypno, il est dans cet ici et maintenant, il est intensément dans cet ici et maintenant. Et de façon globale, l'une des spécificités de l'hypnose, c'est cet ici et maintenant qui a de l'importance. C'est-à-dire que ce qui va être vécu dans cet ici et maintenant et la transe qui va être vécue dans cet ici et maintenant ne sera jamais revécu à un autre moment, dans un autre contexte, étant donné que c'est cette transe-là, avec les réponses conscientes et subconscientes qui peuvent émerger, qui ont de l'importance. Donc pensez à chaque fois qu'une session, elle est unique de par le cadre, de par ce qui a été vécu avant, vécu pendant, et qui sera bien sûr vécu a posteriori. La même session, admettons si on scriptait des sessions, quelques heures ou jours plus tard, peut ne pas avoir le même impact, sachant que l'ici et maintenant ne sera plus le même ici et maintenant qu'on aurait pu avoir une heure ou deux plus tôt. Après, elle revient sur un petit élément de la ratification. Oui, alors j'avais pris un peu cet élément parce que je trouve que c'était intéressant. La ratification, vous vous souvenez sur notre notion absorber, ratifier, illicite, développer. Donc c'est le R de ARE. Est une utilisation donc, de la ratification que vous devez observer. Quels sont les signes que votre patient, que la personne en face de vous présente et vous montre
euh, qui prouve qu'il est dans un état différent et donc une transe. Alors, ouais, j'avais pris cette notion-là parce que je trouve qu'elle est assez particulière et je pense qu'elle définit bien un certain état d'esprit qu'on retrouve dans l'hypnose, en tout cas de la Milton Erickson Institute, qui est de dire que on va ratifier pour prouver que l'état vécu par le partenaire est quelque chose qui n'est pas la transe du quotidien, donc qui est une transe hypnotique, qui est l'état, entre guillemets, recherché dans la session. Et là-dessus, moi, je suis pas hyper d'accord. En tout cas, c'est peut-être ma mécompréhension. Je peux complètement admettre ça. Dans mes débuts de la PNL, pour moi, la rectification était plus la capacité de ramener notre partenaire sur ce qu'il est en train de vivre à un moment donné pour lui faire parfois prendre conscience, non pas dans un objectif de dire « Regarde, t'as vu, ça veut dire donc que t'es en transe ou c'est une transe que t'es en train de vivre », mais plutôt pour lui permettre de me redonner, là je vais vous donner plutôt une explication de mon monde en plus direct, de me redonner une traduction de ce qui vient d'être vécu au niveau corporel ou au niveau émotionnel, soit à ce moment-là remis en avant pour peut-être à ce moment-là mentaliser, voire conscientiser ce qui est vécu et parfois le partenaire dire « ouais, je me suis pas rendu compte que là je me suis tendu ». Et effectivement, quand tu m'as dit ça, ça m'a ramené à une image. Cool. Et ça, j'aurais pas pu le savoir si je te l'avais pas ratifié et faire remarquer que là, tu as une tension qui est peut-être étrange et qui en fait t'a ramené, toi en tant que partenaire, à un endroit, à un lieu ou peut-être à un souvenir qui, à ce moment-là, dans cet ici et maintenant, a du sens par rapport à la problématique donnée. Pour moi, c'est comme ça que j'utilisais la ratification. Là, alors peut-être juste à ce niveau-là, on est donc session 2, n'oubliez pas, il doit y avoir 4 sessions, et on est au 2e cours, et il y a 8 cours par session. Donc on peut peut-être se dire qu'à ce niveau-là, pour l'instant, la ratification n'a qu'un rapport avec le processus inductif et de la transe. Un élément que j'ai trouvé intéressant, intéressant, et là encore, pour moi, il y a des éléments assez importants à prendre en compte, c'est la différence qu'on va avoir dans les perceptions de l'hypnose. Elle parle d'attribution. Donc, en somme, je vais un peu vous proposer ce qu'elle a dit. Si un patient commence à pleurer, pendant l'induction, par exemple, vous ne savez pas pourquoi il pleure. Mais vous pouvez reconnaître le fait qu'il pleure, bon, on pourrait dire on ratifie, et donner un sens à cela d'une manière à ce que vous puissiez continuer à avancer. En gros, on attribue une raison ou une orientation. Admettons, mon partenaire est en train de pleurer, et à mesure que tu vas pleurer, tu vas pouvoir te libérer de la tristesse qu'il est à l'intérieur de toi, parce que chaque larme représente le poids du passé, qui, à cet instant précis, est en train, simplement, naturellement, sans que tu saches réellement pourquoi, en train de s'extirper, disparaître, fuir de ton corps, pour te permettre de créer de la place et te sentir bien, blabla. Alors là, bon, moi, je comprends l'idée. Donc vraiment, si vous êtes dans cette démarche d'hypnose indirecte, on pourrait se dire, ok, bah, je vais utiliser, il se passe quelque chose, je vois qu'il y a une tension, ok, bah, je vais l'exploiter en lui attribuant quelque chose, je vais l'exploiter en attribuant un sens, une signification, un signifiant en l'occurrence, et bah, je vais continuer ma session. Moi, ça me dérange. Alors, est-ce que c'est mon regard d'hypnotiste direct, sachant que vous savez que moi, je suis assez dans l'idée de faire exprimer le partenaire directement, justement, d'éviter ce rapport projectif que je pourrais avoir. Donc, l'attribution, à ce moment-là, pour moi, est un rapport projectif. C'est-à-dire que je fais comme si, là, je suis vraiment un tout putain, je savais ce que ça pouvait exprimer. Même si, bien sûr, on admet qu'on ne le sait pas. Mais je vais tellement vouloir l'utiliser que je peux l'attribuer à quelque chose. Tu dois te dire, par exemple, là je reprends l'exemple que je viens de vous donner, tu pleures et petit à petit, tu te nettoies de ta tristesse que tu gardes depuis des années, blabla. J'en sais rien. Tu pleures peut-être parce que tu es en colère, tu pleures peut-être parce que tu es heureux, tu pleures peut-être parce que plein de choses. Et à ce moment-là,
Ma façon de fonctionner, ce serait plutôt de dire, ok, c'est en train de se passer quoi à l'intérieur de toi? Plutôt que de l'emmener et d'attribuer un cause à effet. Il se passe ça, donc c'est en train de se passer ça. Et je trouve ça assez problématique. Pourquoi? Parce que ça peut devenir une suggestion que le partenaire va prendre comme étant quelque chose de juste, de vrai. Ça se trouve, il va s'en souvenir, ça se trouve, il va pas s'en souvenir. Mais s'il s'en souvient, il pourrait dire, oui, bah tu m'as dit que quand j'ai eu ça, en fait, j'étais en train de vider ma tristesse. Et pourtant, je suis encore triste aujourd'hui. Ou là, c'est une attribution choupidou, mais si parfois on veut faire un peu plus complexe, et peut-être par rapport à des problématiques bien définies pendant l'ensemble de l'anamnèse du questionnement, on a pu aller sur des points très précis et qu'on est en train d'exploiter ça pour dire, par exemple, tu te libères de, de la pression familiale que tu as eue depuis des années, etc., etc. Donc j'ai attribué quelque chose. Il peut y avoir, et n'oublie pas qu'en transe, il y a souvent des distorsions, une sensation que vous lui avez dit une forme de vérité, une réalité. Et peut-être qu'à ce moment-là, il va dire, mais c'est toi qui m'as dit que j'étais sous pression familiale depuis des années, alors que c'était lui qui l'avait dit en amont. Mais à faire cette attribution potentielle, il peut y avoir un lien de cause à effet, et d'un coup, vous devenez le sachant, et en plus celui qui a imposé. Alors, c'est une des grosses difficultés qu'on a en hypnose, à ce niveau-là, où beaucoup de personnes vont nous attribuer des choses, et là, ce coup-ci, c'est à l'inverse, à nous, hypno, alors qu'au bout du compte, on a repris des éléments que lui nous avait proposés. Mais si on ne vérifie pas, en lui posant la question, cette attribution, elle peut devenir complexe à gérer, peut-être pas tout de suite, mais sur une partie de l'accompagnement, voire même, et là pour moi c'est important, et je sais que selon les auteurs, selon les personnes qui travaillent dans ce milieu-là, il y en a qui nient le fait qu'il y a du transfert, du contre-transfert, mais pour moi à ce moment-là, ça peut être clairement problématique dans le rapport transférentiel, et surtout contre-transférentiel, parce que l'attribution que je vais décider va dépendre aussi beaucoup de ce que je suis, et ce que je ressens par rapport à peut-être les larmes. Et si par exemple j'ai très mal géré les rapports aux larmes, dès que je vois quelqu'un, je suis hyper empathique, et puis je commence à pleurer, cette notion-là, c'est peut-être moi, se dire que c'est la tristesse du passé, parce que moi, quand je pleure, ça me ramène au passé. Et dans ce cas-là, on pourrait se dire, oui, bah tant que ça fait du bien à l'autre, c'est bien, sauf que en réalité, je suis dans un contre-transfert, donc je suis plus en train de m'occuper de la problématique de mon partenaire, mais celle qui fait réagir à l'intérieur de moi, auquel je donne une réponse. Voilà, ça me turlupine un peu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez de ces notions-là, qui sont pertinentes d'un point de vue utilisationnel, justement, ericksonien. Mais voilà, moi, je trouve que derrière, il y a des choses où on peut cogiter, et puis surtout, dans notre démarche pratique, entre attribuer quelque chose et interroger sur, moi, j'ai une conviction qu'interroger en transe, c'est plus intéressant que attribuer quelque chose. Même si, dès que je vais commencer à poser la question, il se peut que tout le process que je sois en train de mettre en place, il dérape, parce que je vais avoir un nouvel élément, etc., qui est peut-être pas prévu dans l'orientation sémantique et dans le langage hypnotique que je suis en train d'entraîner, voire le scénario, le script, quand je dis script, l'orientation métaphorique et les boucles que vous allez ouvrir. Hop. Oui, alors, globalement, elle dit, et ça je trouve que le mot est intéressant, accepter et rediriger. On est vraiment dans cette notion utilisationnelle. Ouais. Bon, à un moment, elle parle de tout ce qui est l'hypnose est safe, donc en gros, vous pouvez pas faire de conneries. Si, on peut faire des conneries, ne vous inquiétez pas, comme moi je vous le rappelle, l'hypnose, on peut faire des conneries, on ne va pas descendre les gens, on n'a pas la puissance, ne serait-ce que par nos suggestions et quoi que ce soit, d'éclater les gens, mais on peut très bien mal rediriger et puis peut-être réveiller des petites choses qui peut-être, pour l'objectif de session-là, n'avaient pas forcément lieu d'être, donc oui, ça fait un peu partie en vrille. Oui, dans les ah mince. Quand elle a fait ses démos, pardon, et il y a un moment, elle a fait tout un travail sur décris-moi ce que tu es en train de vivre, et elle l'emmène vers, ok, donc tu me décris ta transe comme. C'est assez connu en hypnose indirecte, mais en gros, ce que tu es en train de vivre, tu es en train de t'auto-ratifier
si on reprend le mot ratification dans son sens à lui, dans le sens vraiment ericksonien. Et donc, vu que tu t'auto-ratifies, tu me décris ce qu'est une transe, donc tu me valides ce qu'est une transe. Donc, derrière, tu ne pourras pas dire que tu n'étais pas en transe. Ou vous savez que c'est parfois un peu le problème de certains de nos partenaires qui vont dire mais j'ai pas été en transe, je dormais pas, etc. etc. Donc, cette notion-là, elle est assez intéressante à prendre en compte. Après, c'est un petit document. Donc voilà, ça c'est sur le cours. Petit document, il y a certains éléments que j'ai trouvés intéressants. Donc l'utilisation de la disposition du thérapeute à répondre de manière stratégique à tous les aspects du patient et de l'environnement. Donc là, on retrouve l'élément de Zegl à 92. Nous considérons l'hypnothérapie comme un processus pour lequel nous aidons les gens à utiliser leurs propres associations mentales, souvenirs et potentiels pour atteindre leurs propres objectifs thérapeutiques. La suggestion hypnotique peut faciliter l'utilisation des capacités et des potentiels qui existent déjà chez une personne, mais qui restent inutilisés ou sous-développés en raison d'un manque de formation et de compréhension. L'hypnothérapeute explore attentivement l'individualité du partenaire pour déterminer les apprentissages de vie, les expériences et les compétences mentales disponibles avec le problème. Donc là, on est purement dans la notion de ce que représente l'hypnose. On va chercher des ressources par rapport à des vécus pour avoir justement un ensemble d'éléments qui vont pouvoir être exploités de façon unique, parce que bien sûr, l'expérience de tout à chacun est propre. Des réussites qu'on a pu avoir quelque part, d'autres l'ont peut-être jamais eu dans ce domaine-là, mais dans un autre, et ainsi de suite. Ça, en l'occurrence, le thérapeute facilite alors une approche de l'expérience de transe dans laquelle le patient peut utiliser ses réponses internes et donc uniques et personnelles pour atteindre ses objectifs thérapeutiques. C'est Erickson et Rossi en 79. Donc là on est sur de l'hyper... je pense que tout le monde comprend bien l'hypnose avec cette petite définition-là qui est sympa. Les hypnotistes utilisent les habitudes mentales habituelles de la personne, ses résistances, ses symptômes, ses comportements, délires et tout autre aspect du comportement interne ou externe au service du traitement ou l'induction de la transe. Ça, c'est Wanlon qui en papote avec Exum en 90. Là, on est dans la pure notion d'utilisation, de capacité utilisationnelle. Voilà. Bon, j'avais trouvé que c'était intéressant, ces petits plus. Après, il y a d'autres éléments, mais pas forcément. Voilà, le thérapeute se met en état de réponse positif à chaque stimulus qui lui vient. Là, on est vraiment dans cette notion. Voici les façons dont nous pouvons utiliser le rapport. Donc, voici les façons dont l'utilisationnel peut être fait en transe. L'incorporation, incorporer des choses disparates de la situation réelle à l'induction. Et vous voyez que là, tout est basé sur le principe inductif. Mais n'oubliez pas, le principe inductif dans le modèle ericksonien est déjà un processus thérapeutique. Donc, je rappelle ce que je vous disais la semaine passée, c'est l'induction thérapeutique plutôt que l'induction hypnotique. Je préfère reprendre cette différence-là. Donc là, par exemple, le coup du téléphone, si le téléphone sonne en même temps ou vibre, vous l'incorporez. La ratification, après la phase d'absorption, dans une induction en transe, vous ratifiez, ok. Et l'attribution positive, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, globalement, les différents points que moi j'ai trouvé intéressants, sur lesquels on peut cogiter, réfléchir. Effectivement, je pense très clairement que l'utilisation est la clé de voûte de l'accompagnement ericksonien. Je pense même que c'est une clé de voûte de l'accompagnement thérapeutique de façon générale, bien sûr. Des gens nous amènent quelque chose. Et à l'inverse de certaines disciplines où on va mettre dans des cases et dire c'est comme ça, c'est ça, c'est ça. J'exagère le terme complètement. Mais c'est juste pour que vous ayez une idée. On n'est pas en train de répondre à des critères d'un DSM, par exemple, ou d'un énéagramme. Bien sûr que c'est bien plus subtil que ça quand il y a le DSM et les énagrammes, mais globalement, on va utiliser pour profiler
de façon personnelle, même si bien sûr à un moment ou à un autre on pourra retourner, réintégrer DSM ou Enneagram ou n'importe quel typage, mais ça va pas se faire du DSM vers la personne, mais de la personne vers petit à petit différents éléments qui vont être disparates au départ, et au fur et à mesure on va pouvoir retrouver notre chemin pour peut-être avoir un typage intéressant, que ce soit carrément psychiatrique pour certains, ou pour nous qui nous intéressent, dev perso, connaissance de personnalité, MBTI, etc., etc. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.